Mercredi 2 février 2022, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce journal version française. Merci également de nous rejoindre sur Viva pour vous informer. La première dame, présidente de l'association FITI, Madame Mial Radzouel, accompagnée de la femme du maire d'Antananarive, est descendue ce jour dans la commune de Tanzombat, district Tansimunjan, pour réconforter et apporter de l'aide aux ménages d'Amboumanachk. Les habitants de leur côté s'en sont réjouis car c'est la première fois qu'une première dame vient chez eux. Un reportage sur les images de Andra Azajaibi. Amboumanachk est un fouctin de la commune de Tanzombat, dans le district Tansimunjan, qui a été lourdement frappé par les inondations. Les sinistrés ont commencé à regagner leur domicile depuis lundi dernier. Dans le cadre de cette reprise progressive, la première dame est venue leur rendre visite pour les réconforter, mais surtout pour leur apporter son aide. Claudia Ndjiatitouen l'a également accompagnée dans ce cadre. La maison de ce ménage a été considérablement endommagée suite aux fortes précipitations. La première dame, Madame El Radzouel, leur a donc apporté ces diverses fournitures pour les aider à se relever de ce drame. Cette aide comprend des packs de PPN, du matelas et des couvertures, des vêtements et divers accessoires utiles au quotidien. La clinique mobile est également venue à Amboumanachk ce jour afin que ces sinistrés puissent se faire consulter. Les cliniques mobiles qui sont le fruit d'une collaboration entre l'association FITI et le ministère de la Santé publique afin d'offrir une meilleure couverture médicale à la population malagasy. Une équipe de plus de 50 personnes du ministère de la Santé publique a été mobilisée pour la prise en charge des habitants d'Amboumanachk via le projet Clinique mobile en étroite collaboration avec l'association FITI. En effet, l'association FITI a octroyé des cliniques mobiles et des lots de médicaments au ministère afin de profit des sinistrés. Reportage. Les maladies respiratoires, la diarrhée et les maux d'estomac sont les raisons pour lesquelles les habitants viennent se faire consulter auprès des cliniques mobiles, d'après les explications du ministère de la Santé publique. La clinique mobile procède à une consultation complète et totalement gratuite et offre des médicaments. En cas de complications, la clinique mobile travaille avec les centres médicaux. D'autres cliniques mobiles se chargent également de la sensibilisation sur le planning familial et sur le dépistage du cancer de l'utérus. D'après le constat, environ 150 femmes utilisent des méthodes contraceptives quotidiennement. Les descentes sur terrain des cliniques mobiles soulagent et sont réellement bénéfiques d'après les bénéficiaires. Étant donné qu'on est en pleine pandémie de Covid, les tests de dépistage de Covid et le vaccin contre la Covid sont aussi disponibles au niveau de ces cliniques mobiles. À 15h de l'après-midi, le centre du cyclone Batira était situé à 840 km à l'est d'Ambilalimets. Il est prévu d'atterrir dans la nuit de samedi, traversera le centre de l'île avant de sortir en mer pour rejoindre le canal de Mozambique le dimanche 6 février. Reportage de Fangel Sénémiré. Le vent apporté par le cyclone est passé à 195 km/h, suivi de rafales de 275 km/h. Il se déplace dans la direction ouest-sud-ouest à raison de 17 km/h. Les prévisions sont inchangées, mais ce cyclone approche de la côte est de l'île et atterrira entre Vatoma et Mananzar le samedi 5 février 2022 dans l'après-midi ou la nuit. On estime que c'est un cyclone fort avec des rafales de vent de 175 km/h. Il traversera le milieu de nos terres et devrait être sorti en mer dans le canal de Mozambique le dimanche 6 février 2022. L'avertissement change comme suit. Les régions et districts suivants appliquent les conditions vertes. Analanzruf, Est, Alochamangur, Vadvavi, Sud-Est, Analamang, Itas, Bunglav, Vaknakarach, Matiachambun, Yurumbe, Antala, Manjtsar, Tsaratanan et Tolanar. Ceux qui pourraient être touchés par la présente alerte sont invités à suivre de près le développement de ce cyclone et à suivre les instructions données par les autorités.
Et toujours concernant le cyclone Batsirai, la Réunion est passée en alerte orange depuis ce matin vers 6 heures. À l'approche du cyclone, les activités pédagogiques et diverses autres activités ont été stoppées. Les autorités invitent les habitants à se confiner chez eux afin d'éviter les risques de danger. Car en effet, selon la préfecture, l'île de la Réunion va passer en alerte rouge à partir de 19 heures. Reportage. Plusieurs routes sont coupées, le niveau des eaux a considérablement monté, les activités pédagogiques, sportives, culturelles ont été stoppées depuis hier à l'approche du cyclone Batsirai qui se dirige vers la Réunion. Vers 14 heures ce jour, il était localisé à 285 km de l'île de la Réunion. Depuis ce matin à 6 heures, cette dernière est en alerte orange. L'alerte orange qui alerte sur l'arrivée d'un danger dans 24 heures au plus tard. L'alerte orange signifie également la fermeture de tous les établissements scolaires, des crèches aux universités, l'arrêt de toutes les activités, excepté les activités économiques. Cela inclut également une vigilance sur les biens, les animaux et le renforcement des protections. L'alerte orange signifie aussi la nécessité de faire des provisions et de rester chez soi. Les réunionnais doivent également se préparer à une éventuelle évacuation, selon toujours les consignes de cette alerte orange. Les transports s'arrêteront à 16 heures dans la quasi-totalité de l'île. La préfecture a annoncé que la Réunion va passer en alerte rouge à partir de 19 heures ce mercredi 2 février 2022 et que les conditions météorologiques vont également se dégrader. Batsirai a également frappé l'île Maurice, où 50 personnes, dont 12 enfants, ont trouvé refuge dans les centres d'urgence qui sont en ce jour au nombre de 165 en cette période cyclonique. Les zones basses sont également inondées. En effet, vers 9h30 du matin, Batsirai était à 170 km de l'île Maurice, apportant des rafales jusqu'à 133 km à l'heure. Des pluies interminentes et des rafales de vent frappent l'île Maurice actuellement, entraînant des dégâts matériels considérables. Les habitants au niveau des zones basses ainsi que ceux près de l'Icoupe sont départagés quant à ce qu'il faudrait faire en vue de l'arrivée du cyclone Batsirai. Certains sont prêts à quitter leur domicile si d'autres ne veulent pas déménager. Le niveau de l'eau a considérablement diminué, mais la situation n'est pas encore revenue à la normale dans les Fuktan d'Ilanivat en Pasque et un peu flou en Boudran. De ce fait, certains foyers ont encore un peu d'eau dans leurs alentours à l'heure actuelle. Mais à l'approche du cyclone Batsirai, ces derniers se préparent déjà à déménager par crainte des inondations. Certains, par contre, refusent de quitter leur domicile d'après leurs propos ce jour. À rappeler que le BNGRC craint que ce cyclone fasse des milliers de sinistrés, étant donné sa violence, ainsi que les précipitations et le vent qui la porte. Aucune crainte à avoir sur l'approvisionnement en carburant, notamment du gasoil et de l'essence pour Antananarive et les autres chefs-lieux de région malgré les impacts que pourrait causer le cyclone Batsirai à Madagascar, car nous disposons d'un stock de 21 jours d'après les explications apportées par le directeur général de l'énergie et de l'hydrocarbure. La Jirama dispose également d'un stock de carburant suffisant pour une semaine, toujours d'après les explications. Andoniana Martina Yenzara Rangians. La Jirama ne possède pas encore d'infrastructure pour stocker de fioul lourd. Le fioul lourd que les entreprises utilisent rarement à Madagascar et dont la Jirama est l'un des plus grands consommateurs dans le pays. Mais le stock de la centrale d'Amoumanamboul est suffisant pour une semaine, d'après les explications du directeur général de l'énergie et des hydrocarbures. Concernant le stock de carburant pour Antananarive, principalement le gasoil et l'essence, nos stocks suffiront largement à nos besoins pour les 21 prochains jours. Aucune crainte à avoir donc, toujours d'après les explications, malgré les impacts que pourrait engendrer le passage du cyclone Batsirai. Et sur un tout autre sujet, les femmes travaillant en Arabie Saoudite demandent de l'aide à l'État malagasy afin de pouvoir entrer au pays. Elles y sont coincées depuis plusieurs années et d'après leurs déclarations, elles ont cherché des moyens pour entrer, mais la fermeture des frontières de plusieurs pays par lesquels elles devront passer les en a empêchées. 50 femmes malagasy sont emprisonnées dans le centre pénitentiaire de Djaouza, à Riyad, en Arabie Saoudite, et attendent leur rapatriement.
Cela fait actuellement 1 an et demi qu'elles y sont, après s'être enfuies de chez leur employeur afin de ne plus endurer les services et autres mauvais traitements, d'après leurs explications à nos journalistes ce jour via un appel téléphonique. D'après ces femmes, elles mangent à peine dans ce centre pénitentiaire de Jawza à Riyad. Elles n'ont pas pu rentrer au pays à cause de la fermeture des frontières de l'Éthiopie par laquelle il faudra passer pour pouvoir retourner à Madagascar, mais également faute de passe vaccinal, car elles n'ont pas pu se faire vacciner à temps. Ces femmes venues travailler en Arabie Saoudite demandent donc de l'aide à l'État malagasy pour leur rapatriement. La planification familiale assure 20% du développement du pays. D'après le ministère de la Population, l'objectif de l'État est d'atteindre le taux de 60% d'utilisation de planning familial par les Malagasy. Dans ce cadre, 78 personnes issues de diverses associations ont été formées par le ministère de la Population sur le planning familial. Le reportage de Fanjessina Mireille sur les images de Yves Janel. Les statistiques actuelles démontrent que le taux de recours au planning familial par les femmes mariées malagasy à Madagascar est de 43%. Le taux de natalité à Madagascar est élevé. La lutte contre la pauvreté s'avérera difficile sans le recours à la planification familiale. L'objectif d'élever ce taux à 60% nécessite énormément d'efforts. Le ministère de la Population réaffirme sa volonté d'atteindre cet objectif pour l'année 2023, principalement à travers les formations sur le recours au planning familial. À cet effet, 78 personnes dans le district d'Antsimjan ont bénéficié de cette formation afin de devenir des femmes et des hommes responsables individuellement, mais également responsables pour le développement du pays. Et sur le plan international, le président russe Vladimir Poutine a accusé mardi les États-Unis d'ignorer ses préoccupations et d'user de l'Ukraine pour endiguer la Russie avant de nier toute intention belliqueuse et espérer une solution à la crise russo-occidentale qui menace de dégénérer en conflit armé. France 24. Depuis plusieurs semaines, il avait soigneusement gardé le silence devant le flot de déclarations alarmistes des Occidentaux. Alors Vladimir Poutine a choisi de s'entourer d'un Européen, un allié du Kremlin, le Hongrois Viktor Orban, une sorte de pied de nez à l'Europe. Le président russe refuse catégoriquement une adhésion de Kiev à l'OTAN et dit craindre une offensive ukrainienne en Crimée. Imaginons que l'Ukraine soit membre de l'OTAN, bourrée d'armes, avec des systèmes de frappe modernes au même titre qu'en Pologne et en Roumanie. Qui l'arrêtera ? Et elle démarre des opérations en Crimée, je ne parle même pas du Donbass, c'est un territoire russe souverain. Pour Moscou, l'Ukraine n'est qu'un instrument des Occidentaux pour entraîner la Russie dans un conflit armé et pour la frapper de sanctions économiques. Les États-Unis seraient à la manœuvre. Mais pour Washington, c'est bien la Russie qui est responsable des tensions. La Russie a 100 000 soldats à la frontière. C'est elle l'agresseur. Nous travaillons avec les pays de l'OTAN pour nous assurer qu'ils se sentent en sécurité en ce moment. L'OTAN est une alliance de défense. Il ne s'agit pas de la même chose et je pense que nous devons faire attention à ne pas les comparer comme une seule et même chose. Pendant que Viktor Orban était au Kremlin, Boris Johnson, le Premier ministre britannique, était lui en déplacement en Ukraine pour montrer son soutien. Il a rappelé que ce sont les mouvements de troupes russes qui ont déclenché cette crise et réfute toute exagération de la menace d'invasion russe. À partir de ce jour, le port du masque en extérieur n'est plus obligatoire en France. Les jauges dans les lieux recevant du public assis sont abandonnées et le télétravail n'est plus imposé. Cette levée des restrictions s'opère alors que la situation sanitaire reste tendue en France. Le gouvernement l'avait promis, les restrictions liées au Covid sont peu à peu allégées en France. Malgré un niveau de contamination qui reste élevé avec 322 256 cas positifs en moyenne par jour. À partir de mercredi, le télétravail est recommandé mais plus imposé. Les jauges dans les stades ou les salles de spectacle sont abandonnées et le masque en extérieur n'est plus obligatoire. Une mesure entrée en vigueur avec un jour d'avance en Picardie et qui divise les habitants. Tant mieux, franchement on respire un peu, tant mieux. Je le garde quand même, quoi qu'il arrive, parce que j'ai encore beaucoup de gens autour de moi qui sont encore positifs au Covid, donc je préfère en prévention.
Le Danemark va plus loin en levant toutes ses restrictions. Plus de pass sanitaire et plus de masques, même dans le métro. Pour moi, le mieux, c'est de ne plus avoir à porter un masque. Au moins, maintenant, on a le choix. Si on veut se protéger ou si on veut être libre. Le Royaume mise sur un taux de vaccination élevé. Plus de 60% des Danois ont reçu une dose de rappel. Des décisions jugées prématurées par l'Organisation mondiale de la santé. Nous sommes préoccupés par le fait qu'une idée s'est imposée dans certains pays selon laquelle, en raison des vaccins et de la transmissibilité élevée et de la faible gravité d'Omicron, la prévention de la transmission n'est plus possible et n'est plus nécessaire. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Plus de transmission signifie plus de décès. La pandémie a fait officiellement au moins 5 600 000 morts dans le monde depuis fin décembre 2019. Aux États-Unis, au moins 6 établissements d'enseignement supérieur situés dans 5 États différents, la Géorgie, le Maryland, la Floride, Louisiane et Delaware et à Washington ont été contraints de fermer temporairement leur campus lundi après avoir reçu des menaces. C'est la deuxième fois en un mois que les universités noires sont visées par des alertes à la bombe. France 24. Des opérations de recherche lundi dans une université du Maryland, près de Washington. La direction vient de recevoir une alerte à la bombe. Aucun explosif n'est retrouvé. Mais comme ce campus, au moins 19 établissements ont reçu des menaces similaires depuis lundi. Dans l'Est, le Sud et le centre des États-Unis. La Maison-Blanche suit la situation de très près. Nous prenons ces menaces très au sérieux. Le conseiller à la sécurité nationale est en contact direct avec les forces de l'ordre. Nous évaluons ce que nous pensons être à l'origine, le raisonnement, la motivation derrière cela. Nous n'avons pas encore la réponse. D'autres universités avaient déjà reçu des menaces début janvier. Tous ces établissements ont un point commun, ce sont des universités historiquement noires créées avant la fin de la ségrégation en 1964 pour abriter très majoritairement des étudiants afro-américains. Ces menaces interviennent alors que commence le Black History Month, un mois de célébration des personnalités noires qui ont fait la richesse de l'histoire des États-Unis. Elles interviennent également alors que la mobilisation contre les violences visant les Afro-Américains s'est renforcée ces dernières années à l'image du mouvement Black Lives Matter. À Washington, l'université d'Howard a également été évacuée. Pour le responsable de la bibliothèque, cela réveille de douloureux souvenirs. À chaque fois que les Afro-Américains commencent à se battre pour leurs droits, demandent plus de reconnaissance, nos institutions ont été menacées par ceux qui cherchent à nous réduire au silence. Ils attaquent nos quartiers, ils attaquent nos écoles, ils attaquent nos églises. Plusieurs universités ont renforcé leur sécurité ces derniers jours. C'est également avec ce reportage que nous terminons le journal d'aujourd'hui. Tout de suite après cette édition, vous avez rendez-vous avec la série de Morning Show, notamment avec Jennifer Aniston. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour demain pour des nouvelles informations.